de la mort d'une personne, la mort de chacun. C'est une approche très individuelle, donc les statistiques, je les laisse aux statistiques. D'autant plus que c'est très difficile de se prononcer sur quelque chose qu'on ne vit pas. À titre personnel, je ne sais pas ce que je souhaiterais si j'étais confronté pour moi ou pour un tiers, pour une personne que j'aime, à la question non pas de la fin de vie, mais à la question de la souffrance. Parce que c'est pas la question de la mort dont il est véritablement débattu. C'est les conditions d'un mourir qui peut être quelquefois pénible, avec des représentations péjoratives du grand âge, par exemple, du vieillissement dans des institutions, avec des maladies chroniques, avec des maladies neuroévolutives qui affectent les capacités de discernement de la personne. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en débat comme si c'était quelque chose, oui ou non. La question de l'euthanasie, du suicide médicalement assisté, c'est probablement une question pour certains importante. Moi, ce qui m'intéresse en tant que citoyen, c'est comment permettre à des personnes malades ou qui sont dans la détresse ou dans la vulnérabilité de vivre le plus dignement dans notre société. Quel type de responsabilité on a à leur égard? On voit dans le contexte d'une loge maçonnique, il y a des gens parmi nous qui vieillissent. Ils attendent de notre sollicitude davantage que l'octroi du droit de mourir par un médecin. Donc, premier point, les sondages qu'on sonde. On a une convention citoyenne importante qui a été organisée à la demande du président de la République entre, disons, janvier et avril dernier. Nos concitoyens représentatifs se sont prononcés à la fois effectivement plutôt en faveur de l'euthanasie mais dans des conditions très restrictives. Est-ce qu'elles sont encore contrôlables, ces conditions, quand on voit ce qui s'est passé dans d'autres pays? Puis, d'autre part, et c'est assez intéressant, ils ne se sont pas uniquement prononcés pour ou contre l'euthanasie. Ils ont dit notre système de santé est totalement dégradé, n'est plus en capacité d'accueillir les personnes malades, en tous les cas comme on pourrait aspirer à l'avoir. Et puis, d'autre part, il y a des soins palliatifs. Donc, ne résumons pas le débat sur la fin de vie à pour ou contre l'euthanasie. Faut l'observer dans le débat actuel, c'est pas uniquement la question du vieillissement qui nous renvoie à la fin de vie. C'est la question de la dépendance, de la perte d'autonomie. Bref, toutes ces circonstances de l'existence à la suite d'une grande maladie ou dans la maladie, parce qu'on est atteint d'un handicap, on se pose la question de notre appartenance à la société et de notre capacité d'agir selon ce qu'on souhaite en autonomie, avec un vrai projet de vie, un vrai projet d'existence. Donc la question n'est pas une question limitée au grand âge. J'observe d'ailleurs que dans certains pays qui nous ont précédés, qui ont déjà dépénalisé l'euthanasie, on considère que des personnes lassées d'existence, qui n'ont plus envie de vivre parce qu'elles sont âgées et pas uniquement parce qu'elles sont malades, peuvent bénéficier de l'euthanasie. Donc premier point, c'est pas une question de grand âge, c'est une question souvent de solitude. Et ce que ça interroge aujourd'hui, le débat sur la fin de vie, c'est est-ce que nos responsabilités vis-à-vis d'une personne fragile dans l'existence, c'est de leur octroyer une mort anticipée, d'abréger leur existence, ou d'essayer de comprendre ce à quoi ils aspirent. Une fois que j'ai dit ça, je distingue les gens qui, pour des raisons morales, philosophiques, très personnelles, veulent mettre un terme à leur existence. C'est ce qu'on appelle le suicide. En quoi la société a besoin de médicaliser cette approche et de la cautionner si c'est une approche purement philosophique. Et j'arrive à comprendre que dans les éléments de langage, et dès le départ, quand on regarde l'histoire, par exemple, de l'Association pour le droit de mourir de la dignité, on a eu des figures emblématiques, comme le sénateur Henri Caillavet, qui parlait de maîtriser son existence, c'est-à-dire, c'est pas une question uniquement de peur par rapport à la souffrance, c'est une question de l'autorité que l'on peut exercer sur son existence. Donc, pour répondre à cette question, je dirais que c'est pas une question uniquement de vieillissement, mais c'est vrai que la longévité aujourd'hui, c'est un défi important. On vit de plus en plus longtemps. Et ce longtemps, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la reconnaissance que l'on a aujourd'hui de la sagesse ou de l'expérience du grand âge? Et trop souvent, le grand âge, ça renvoie à la dépendance absolue, à la perte de dignité dans un établissement comme un EHPAD. Et bref, à toutes ces misères de l'existence dont on se dit en quoi elles sont compatibles avec ce qu'on a été jusqu'alors. Et donc, la réflexion ne doit pas être, à mon avis, généraliste, globale, elle doit toujours être individuelle. Une vie, c'est un parcours avec des choix de vie, et certains ou certaines considèrent que le choix ultime de leur existence, c'est décider des conditions de son mourir. Donc, c'est des questions, à mon avis, à la fois philosophiques, mais qui ne sont pas que des questions de droit et de législation. Il faut voir que c'est des questions existentielles. Il faut rappeler que les soins palliatifs sont des soins d'accompagnement, c'est-à-dire qui ne sont pas que médicaux. C'est la prise en compte des droits, des choix
et de la liberté de la personne jusqu'au terme de son existence. Considérer la personne comme personne, être de relation. Et donc, la finalité des soins palliatifs, c'est pas d'accompagner le mourir, c'est d'accompagner une personne jusqu'au terme de son existence. Les soins palliatifs, c'est pas au sens propre une discipline médicale, même si certains ont voulu en faire une discipline médicale. C'est une culture du soin au sens propre du terme. Donc, c'est pas uniquement des unités de soins palliatifs ou des unités mobiles de soins palliatifs, il faut des multiplier à l'infini. C'est considérer que l'acte de soin doit engager les professionnels jusqu'au terme de l'existence. Et donc, il n'y a pas de vraie séparation entre soins curatifs et soins palliatifs. Vous êtes atteint d'une maladie pour laquelle il n'y a plus de traitement efficace. Vous êtes atteint d'un handicap lourd qui est évolutif. Vous êtes atteint d'une maladie neuroévolutive. Vous attendez de la communauté nationale une sollicitude, bien sûr, mais vous attendez des professionnels qui vous accompagnent. Et les soins palliatifs ont cette finalité. C'est une philosophie de la présence à l'autre. On appelle d'ailleurs en soins palliatifs l'exigence de non-abandon. Voilà. On ne vous abandonnera pas, mais on n'abrégera pas votre existence. Alors c'est vrai que les soins palliatifs vont très loin dans l'accompagnement de la personne et qu'il y a quelquefois des situations qui sont des impasses. Et ce qui a été débattu ces derniers mois dans la Convention citoyenne, c'est est-ce que certaines situations exceptionnelles ne justifieraient pas une forme de dérogation par rapport à ce qu'est le fait de, pour le médecin d'avoir le devoir de ne pas tuer son malade, puisque c'est ce dont il s'agit. Est-ce qu'il peut y avoir des homicides médicaux justifiés au cas par cas? Et c'est ça la vraie question. Est-ce que certaines souffrances sont des souffrances qu'on n'arrive pas à contrôler d'un point de vue médical, d'un point de vue thérapeutique? Est-ce que certaines souffrances peuvent justifier une dérogation à ce qu'est l'interdit de tuer? Voilà le débat actuel. Les soins palliatifs considèrent il bénéficie de stratégies d'accompagnement des fois thérapeutiques, mais également psychologiques, puisque c'est une prise en charge globale de la personne qui permet d'aller très loin jusqu'au terme de l'existence, y compris avec des sédations qui sont des sédations transitoires et réversibles. Il considère également qu'il faut accompagner les proches, et c'est l'air de rien, mais quand on parle du mourir de chacun d'entre nous, dans une société civilisée, c'est également prendre en compte les besoins, les attentes. Imaginez quand vous êtes le proche d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer qui a évolué pendant 12-13 ans, tout ce que vous avez aussi comme sollicitude, la sollicitude dont vous devez bénéficier. Tout ça pour dire que on parle des soins palliatifs et c'est une évolution intéressante. La Convention citoyenne n'a pas parlé que de la fin de vie d'un point de vue euthanasie. Elle a dit les soins palliatifs doivent être opposables. Et j'observe d'ailleurs que l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, depuis longtemps, dit qu'on doit avoir un accès universel aux soins palliatifs. Et donc, idéalement, c'est ce que certains proposent, si demain on évoluait d'un point de vue législatif, il faudrait que la personne ait le choix entre, d'une part, les soins palliatifs, donc accessibles partout sur le territoire, y compris, et c'est très difficile, au domicile, parce qu'on voit le désert médicaux, pour prendre un exemple précis. Et puis d'autre part, si les personnes souhaitaient, en tous les cas c'est ce que dit la DMD, ce qui se passe dans d'autres pays qui nous ont précédés, ben, si la personne préfère plutôt une approche sous forme de suicide assisté ou d'euthanasie, c'est une alternative. Bref, il faut qu'il y ait le choix. Et aujourd'hui, effectivement, au niveau national, on considère qu'il n'y a pas assez de dispositifs de soins palliatifs. Mais je termine pour dire, c'est pas uniquement en termes de moyens, c'est-à-dire en termes d'équipe ou de lit, c'est en termes également de culture. C'est-à-dire tout soignant doit considérer qu'aller jusqu'au bout de l'existence, accompagner un malade, c'est envisager éventuellement les conditions de son accompagnement jusqu'au terme de son existence. Michel Salamagne est un médecin qui a été à l'origine du mouvement des soins palliatifs dans les années 80 en France. Donc on a cheminé ensemble. Elle a ouvert la première unité de soins palliatifs, l'hôpital Paul Brousse. Et c'était un acte assez fort puisque c'est une des premières unités de soins palliatifs qui a été créée en France. Et la vérité, c'est quand on n'est plus dans la capacité de guérir une personne, on peut lui permettre d'être accompagné dans son cheminement et de faire de ces temps à vivre des temps porteurs de sens, de valeur. J'avais, il y a quelques années, écrit un livre chez Grasset qui était Apprendre à mourir. Ça, c'est la version italienne du livre Apprendre à mourir. Mais en fin de compte, je pense que ce qui est essentiel, c'est la vie à vivre jusqu'à son terme.
la question de la mort, on le voit dans la maçonnerie, c'est une question plein d'énigmes, plein de symboles, hein. C'est finalement probablement la révélation qu'on aura un peu plus tard. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment cheminer dans une vie jusqu'au bout et comment donner de l'intensité peut-être au dernier moment, qui prennent davantage de prix. Alors, ça m'a beaucoup frappé parce que un des impulseurs, en quelque sorte, de la démarche aujourd'hui qui va vers une libéralisation de la mort, c'est un sénateur, Henri Caillavet, qui était très influent dans le domaine de l'évolution des lois sociales, parce qu'il a fait aussi la loi sur les prélèvements d'organes, qui était un grand maçon, et qui, lui, pensait à la dignité et la souveraineté de l'homme sur son existence, c'est-à-dire à cette notion de maîtrise. La vraie question, c'est est-ce qu'on est souverain en tout et est-ce qu'on maîtrise tout? Alors, on sait très bien qu'on est mortel, mais c'est pas parce qu'on est mortel qu'on n'a pas toujours une idée de la transcendance et de l'immortalité. On s'engage dans des grands combats qui dépassent notre humanité ou notre humanisme. Et c'est toutes les valeurs qu'on porte, par exemple, dans une vision maçonnique, où finalement on se dépasse les uns les autres. C'est tout le travail, toute l'élaboration, toute la construction qui nous donne le sentiment qu'après, il restera une trace de ce à quoi on aura contribué, qu'on aura été dans une filiation et que d'ailleurs on se retrouve dans la filiation de ceux qui nous ont précédés. Donc toute cette communauté dépasse la vie, je veux dire dans son domaine très existentiel. Donc ma réflexion, c'est effectivement, il y a des questions humaines, des questions de responsabilité qui se posent à l'égard d'une personne malade, d'une personne qui souffre, qui appelle de notre part la sollicitude et l'apaisement. Alors de quelle manière on y répond, comment on y répond? Pour le médecin, c'est difficile de dire qu'il est à la fois celui qui soigne et puis celui qui, d'une certaine manière, tuerait. Donc, c'est vraiment des questions à poser. Mais derrière tout ça, c'est le regard que l'on pose sur la personne qui va mourir. C'est-à-dire, chacun d'entre nous. C'est pas une question théorique. C'est pour ça, tout à l'heure, dans votre partie introduite, vous parlez de sondage. Pour moi, c'est pas le sondage. C'est dans l'existence, à un moment donné, qu'est-ce que j'aurais envie? Est-ce que j'aurais envie d'aller plus loin? Comment accomplir une existence? Comment également transmettre à d'autres? Parce que ce qui se passe aussi en fin de vie, c'est pas uniquement on va mourir. On a envie de transmettre, hein. On a envie d'échanger. Et on a envie peut-être de laisser une trace de son existence. Et c'est là où il y a quelque chose d'assez délicat aujourd'hui. Il ne faudrait pas que la loi nous assigne des normes, qu'il y aurait une façon de bien mourir. Et c'est-à-dire qu'il serait bien de mourir en maîtrisant tout. Moi, je pense que, et je le vois aussi dans le contexte maçonnique, pouvoir s'en remettre en l'autre en toute confiance, lui demander conseil, savoir que sa sagesse peut éclairer notre cheminement, c'est aussi avoir confiance. Donc, un élément, et je termine sur ce point qui me semble important, devoir mourir d'inélite, à vous montrer livre, j'ai l'impression que c'est comme une injonction. C'est-à-dire qu'il y aura un modèle qui serait un modèle en dignité, en liberté. Je pense qu'on peut vivre beaucoup plus que mourir en dignité et liberté quand on assume ses choix, j'allais dire, dans toute leur signification. Et donc, j'aimerais pas, à titre personnel, qu'on me contraigne parce que je suis malade ou parce que je suis une personne très âgée à vivre selon un modèle les derniers temps de mon existence en ayant le sentiment que je coûte trop, que je pèse trop sur la société, que c'est trop douloureux pour ma famille, etc. Je pense que c'est pas ça. Je pense que, et vous regarderez dans le livre, j'ai commencé l'ouvrage par un entretien avec le philosophe Paul Ricoeur, qui lui disait, et je trouve que c'est bien comme grand philosophe, jusqu'au dernier instant, il veut penser, jusqu'au dernier moment, il veut écrire, c'est-à-dire sa vie, c'est pas uniquement la limite, c'est de se donner l'impression que peut-être qu'il y a une éternité. Donc c'est une Eh bien, réflexion philosophique. on va terminer sur cette très belle réflexion de Paul Ricoeur. Merci Emmanuel pour cet ouvrage, pour votre regard qui finalement met l'essence au-dessus de l'existence. Et en tout cas, à très bientôt. Merci Jacques.